Une émission programmée par Henri Leblanc et Oriane Delacroix, réalisée par Thomas Beau, avec Noé Chaban aujourd'hui à la technique. Dans le Book Club du jour, la justice se rend-elle aussi dans les livres? Enquêter, révéler, dénoncer, ils tiennent notre conscience citoyenne éveillée, pointent les dysfonctionnements du système. Avec nous, ce mardi, les auteurs de 2 livres noirs, de 2 livres manifestes, l'un sur les affaires politico-judiciaires, l'autre sur l'évasion fiscale. Et également au sommaire avec vous, Sébastien Thème. Eh bien, je vous parle d'une autre enquête, celle du journaliste américain Patrick Radden-Keefe et son livre sur le scandale des opiacés, un livre en forme de saga familiale. Et puis dans l'actualité du livre, loin du scandale, une manifestation théâtrale et littéraire dédiée à la création de textes dramatiques au féminin, Olivia. Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, aux liens qui libèrent, de l'ancien juge d'instruction Renaud van Ruynbeck, vous avez notamment conduit les enquêtes dans l'affaire Urba, celle des frégates de Taïwan et l'affaire Elf. Vous êtes l'auteur l'an dernier chez Talandier des mémoires d'un juge trop indépendant. Bonjour Renaud van Ruynbeck. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Pas tiré d'affaires, c'est le titre de votre livre, le titre du livre du journaliste Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes à Mediapart. Un petit ouvrage publié au Seuil. Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. On va vous écouter l'un et l'autre, mais on va tout de suite commencer par les points de vue, les avis de nos lecteurs, de notre communauté. Oui, parce qu'on a offert aux auditrices et aux auditeurs un post Instagram qui nous rappelait, qui leur rappelait 3 livres récents, 3 enquêtes qui ont contribué peut-être à l'évolution des mentalités sur des sujets brûlants et dans l'actualité, comme le livre de Mathieu Caron et Caroline Michel-Aguirre, Les Infiltrés, paru chez Alary Éditions, une enquête sur l'influence des cabinets de conseil au plus haut niveau de l'État. On évoquait aussi Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur les dysfonctionnements du groupe Orpea à travers 200 témoignages de maltraitance subis par les résidents d'EHPAD. Le livre publié chez Fayard avait reçu le prix Albert Londres en novembre dernier, il y a quelques semaines. Enfin, la bande dessinée d'Inès Léraud sur les algues vertes, l'histoire interdite, comme elle la nomme, 100 000 exemplaires vendus pour cette enquête sur ce phénomène dû à l'intensification de l'agriculture en Bretagne dans les années 60. Fabrice Arfi, Renaud van Ruynbeck, voici donc une courte liste d'enquêtes récentes. Quelles seraient pour vous les premières enquêtes majeures qui vous ont réveillé, Fabrice Arfi, si vous êtes réveillé, si vous étiez endormi? Plein, évidemment plein. Moi, j'appartiens à une culture journalistique très tournée vers une pratique à l'anglo-saxonne de ce journalisme-là. Je suis désolé du côté un peu tarte à la crème de ce que je vais dire, mais et le film et le livre Les Hommes du Président sur l'aspect très documentaire de ce que peut le journalisme dans une démocratie, a fortiori la première puissance mondiale, a été un objet d'attraction, de fascination totale, de la même manière que, pour rester aux États-Unis, les travaux et ouvrages de Seymour Hersh sur le massacre de My Lai pendant la guerre au Vietnam, qui a été l'un des ouvrages qui a permis de rester éveillé face au drame qui était commis à ce moment-là. Et là, je vais faire un peu, pour finir, l'employé du mois, j'en suis désolé, mais la part d'ombre d'Edoui Plenel sur les secrets de la présidence Mitterrand, je suis désolé, c'est la vérité. Quand j'ai lu ce livre, ça a aussi fait partie de mon édification, journalistique. Voilà, je suis désolé de la flagornerie, mais c'est la réalité. Est-ce que vous êtes plus indépendant que Fabrice Arfi? Moi, j'ai pas de chef, je n'ai pas de directeur de la rédaction. Il est trop indépendant, même si on emploie le titre que vous avez donné à vos mémoires. J'ai jamais eu des relations apaisées, dirais-je, très rarement, avec ce qu'on appelle la hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, ce titre trop indépendant, ça correspond à une notation, parce vous savez qu'on est noté dans la magistrature parce que c'est supérieur hiérarchique. Et quand j'ai été poursuivi dans l'affaire Clearstream, donc en fin de carrière, dirons-nous, on m'a ressorti ces annotations qu'on m'avait faites quand j'étais jeune, que je connaissais d'ailleurs pas, et où on disait, alors aussi bien le procureur général qui lui est pas indépendant, que le premier président qui lui était indépendant. Bon, c'est pas mal ce qu'il fait, ça c'est plutôt gentil.
mais il faudra peut-être quand même qu'il se modère un peu sur le terrain de l'indépendance. Voilà. Donc, j'ai toujours... Voilà, j'ai jamais aimé le concept de hiérarchie et j'admire mon voisin qui arrive à citer son directeur de rédaction à l'air de rien. Oui, mais vous allez peut-être pouvoir nous citer quand même quelques grandes plumes judiciaires, de juges, ou peut-être d'avocats d'ailleurs, qui à un moment ont aussi choisi de dire des choses en passant par le livre, comme Fabrice Arfi l'a fait avec des journalistes, enquêteurs, cette grande tradition aussi de l'investigation à l'américaine et qui a pu infuser en France par la suite. Est-ce que vous avez des exemples, vous, de votre côté? Peut-être si on regarde du côté de l'Italie, pour le coup. Oui, l'Italie, alors que j'étais en fonction, quand il y a eu l'opération Main Propre, il y a eu en 92, il y a eu l'assassinat de Falcone et Borsellino, qui étaient quand même des juges extrêmement courageux, qui luttaient contre la mafia, qui sont des modèles, qui sont des exemples, qui ont fait bouger, qui ont fait reculer la mafia, même si aujourd'hui, apprécie la transition, même si aujourd'hui les mafias ressuscitent à travers les offshore. Que ce que vous racontez dans votre livre. Voilà. Mais non, quand je rentre dans la magistrature, d'abord, je ne sais pas ce que c'est. Et à la limite, il vaut mieux pas. Par contre, j'ai une vision extrêmement négative, car mon père, qui a connu la guerre, qui s'est battu, qui a été blessé, m'a dit n'oublie pas une chose, c'est que les magistrats qui ont condamné les résistants pendant la guerre sont les mêmes que ceux qui vont condamner les collabos à la libération. Donc, j'ai pas une référence très positive, vous voyez ce que je veux dire, de la lâcheté apparente, en tout cas, du corps. J'aime pas du tout le mot du corps judiciaire, parce que je suis rentré dans la magistrature, mais je me sens pas membre d'un corps. Le corporatisme, c'est quelque chose que j'aime pas non plus. C'est pour ça que vous faites des livres aujourd'hui? Je fais des livres pour m'occuper. En fait, ce livre, pardon, Offshore, oui. Est-ce que vous l'auriez publié quand vous étiez encore en fonction, quand vous étiez au pôle financier? J'aurais bien aimé, mais j'avais pas le temps. Honnêtement, j'avais pas le temps. Aujourd'hui, vous avez le temps de dire et le temps d'écrire. Oui. De livrer... Alors, vous allez dire, je fais plaisir. Bon. J'ai découvert des choses, voilà, pendant 20 ans, notamment au pôle financier, sur des circuits offshore, et je me suis dit, t'as découvert, j'étais un béotien au départ, comme tout le monde, j'ai démonté des mécaniques, j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs aussi, et je me suis dit, mais ce que t'as découvert, explique-le. Ça relève presque de pour moi, d'une prise de conscience. J'ai pris conscience, et je voulais la faire partager, en me disant, bon, maintenant que tu n'es plus aux manettes, fais semblant de t'occuper et raconte un petit peu ce que c'est que tout ce monde de l'offshore, qui est très abstrait pour beaucoup de gens. Donc j'ai essayé, à travers des exemples concrets, de montrer comment on a aujourd'hui, on évalue à 8 700 milliards d'euros, l'argent qui est fraudé aux États. Il y a la corruption, il y a le trafic de drogue, il y a tout ce que vous voudrez. Au moins... Je le dis, voilà, je partage un constat. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Fabrice Arfi, vous vouliez intervenir, pardon. Oui, non, sur les magistrats auteurs d'ouvrages, pour rester dans l'héritage des magistrats italiens, il y a un livre qui a été traduit en France dans une toute petite maison d'édition qui est, je crois, à Lille, qui s'appelle la maison d'édition de la Contralée. Et c'est un ouvrage qui a été fait par Roberto Scarpinato, qui est procureur général à Palerme, et qui est le dernier survivant du pool antimafia de Falcone et Borsellino, qui travaillait avec eux, et qui a fait un livre d'entretien absolument formidable avec un journaliste italien qui s'appelle Le Retour du Prince. Le prince étant celui de Machiavel, et qui raconte exactement, comme vient de le dire Renaud von Rumbeck, quelle est la leçon de choses, au-delà des faits et des personnes, qu'on peut tirer de la lutte contre la prévarication, les mafias, qui ne sont pas, nous raconte Scarpinato, en Italie, que les mafias à Borsellino et costume rayé avec des mitraillettes. Il a ce qu'il appelle l'oligarchie déguisée en démocratie, et rejoint tout à fait le constat qui est celui du dernier ouvrage de Renaud von Rumbeck sur les mafias, parce qu'il ne faut pas
avoir peur du mot, sont aujourd'hui financières. Voilà. Et c'est à l'image d'une partie de la magistrature italienne qui historicise et intellectualise beaucoup la nature de son travail. Et donc je conseille pour ceux et celles que ça intéresse cet ouvrage, Le Retour du prince de Roberto Scarpinato. Voilà, et on peut citer peut-être aussi les livres de votre ancienne consoeur Eva Joly, devenue femme politique après la magistrature, mais qui a aussi raconté de l'affaire Elf à la question de l'abus de biens social aussi, ces différentes situations par des livres et dans des livres. Fabrice Herfi, vous avez révélé beaucoup d'affaires par voie de presse, et notamment à Mediapart, où vous œuvrez depuis un moment. Pourquoi ce petit livre, ce pâtiré d'affaires ? Alors, c'est en effet un petit livre dont la fin est assez proche du début. Qui part de Georges Perec. Qui commence avec Georges Perec. On ne s'y attendait pas, oui. Oui, mais sur la tentative d'épuisement d'un lieu parisien, et qui était une sorte d'œuvre journalistique à la Perec, d'une certaine manière. Pourquoi ce petit livre, qui est un livre en effet d'intervention, on peut dire, je dirais pas un pamphlet, mais d'intervention, exactement pour faire ce que vous avez dit dans votre introduction, c'est-à-dire garder les yeux ouverts, essayer de garder les yeux ouverts et faire en sorte que face à ce fléau qu'est la corruption, pas simplement, quand j'utilise le mot corruption, c'est pas simplement celui de la définition du code pénal, c'est les atteintes à la probité et même le sens quasi religieux de la corruption. Et je raconte d'ailleurs dans l'ouvrage quelle est l'origine étymologique du point de vue grec du mot corruption. L'aphtera, c'est le contraire de la création, c'est-à-dire c'est la destruction. Et on sait depuis la chute de l'Empire romain, on sait depuis le Premier Testament, on sait avec la poésie de Dante, on sait avec les pièces de Shakespeare, la tragédie de la corruption, que ça peut détruire l'idée même de société civilisée. Et ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage, c'est faire une espèce de photographie du curriculum vitae judiciaire français, avec 2 chefs d'État condamnés, avec 2 premiers ministres condamnés, avec beaucoup de ministres condamnés, qui montrent que la justice avance, mais aussi la façon dont nous avons peut-être collectivement et politiquement pas encore pris conscience du reflet qui nous est tendu par ces affaires, ce que ça dit de notre propre démocratie. Voilà, François Fillon, Jérôme Cahuzac, Alain Juppé, Jacques Chirac, tous condamnés, Éric Dupond-Moretti mis en examen, toutes ces affaires politico-judiciaires qui forment, à vous lire, Fabrice Herfi, le combustible d'une fatigue morale qui ouvre la voie au pire, à l'extrême droite, écrivez-vous, droite, vraiment tout à droite. Alors, c'est intéressant avec ce genre de petits livres, c'est qu'ils ne sont forcément pas exhaustifs, puisque le CV continue de se nourrir d'autres situations. C'est effectivement le genre de petits livres qu'il faudrait réactualiser en permanence. Emmanuel Macron, il avait promis une République exemplaire. Où en est-on aujourd'hui ? C'est ça. Moi, c'est au-delà des personnes, mais je vais répondre sur Emmanuel Macron. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point les affaires sont un peu comme quand on veut mettre des voitures sur le marché. Avant de les vendre, on fait des crash tests. On a tous vu ces vidéos de voitures qu'on envoie contre un mur avec un mannequin dedans pour tester la carrosserie en cas d'accident. On aurait dû faire ça avec la République. Mais c'est exactement ça. Les affaires, c'est un crash test pour notre République, pour nos institutions, pour la classe politique, même si je n'aime pas l'aspect englobant du mot classe politique, pour notre citoyenneté, pour nos lois. Et le mannequin, c'est nous. C'est ce grand nous brouillon des citoyennes, des citoyens. Et de ce point de vue-là, ce que vous dites sur Emmanuel Macron est très intéressant. C'est en quelque sorte un enfant de l'affaire Fillon qui fait campagne sur la probité, sur, je cite, ses déclarations en mars 2017, quel que soit le statut, il faut rendre des comptes. Évidemment qu'un ministre mis en examen devra démissionner selon la vieille jurisprudence politique datée du gouvernement Balladur, et qu'une fois à l'épreuve lui-même des affaires, eh bien, il n'en fait rien, voire même il participe, notamment avec son ministre de la Justice, à quelque chose que Renaud von Rumbach a bien connu quand il était juge, c'est que quand on lève des lièvres dans cette délinquance en col blanc, il y a une espèce de mise en branle d'une obsession anti-judiciaire où le problème, ce ne sont pas les faits qu'on révèle, ce sont les juges, ce sont les magistrats. Et ça, on parlait tout à l'heure des Italiens, ils ont connu ça très bien, Falcone, Borsellino, les juges rouges, les Torquemada, et évidemment on met la presse d'enquête là-dedans, voilà. Et le messager devient le problème. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance, il y a le procès en appel aujourd'hui, donc il est présumé innocent, dans l'affaire Bismuth, je me souviens des débats télévisés, j'ai même été parfois invité, où la question était, faut-il supprimer le parquet national financier ?
La justice est-elle politique? Je veux dire que, est-ce qu'on se pose ce type de questions quand on lutte contre les stupéfiants? Quand on lève une énorme histoire de narcotrafiquants, est-ce qu'on dit faut-il supprimer la brigade des stupes? Les juges contre le crime organisé sont-ils un problème pour notre société? Non. Et il y a ce petit privilège du crime. Après, il est toujours intéressant, à la lumière de ces affaires, et Renaud van Ruynbeck ne dira pas le contraire, de réinterroger le statut qui est quand même très particulier du parquet en France par rapport aux magistrats du siège. Et c'est ce qui s'est passé effectivement depuis des années au fil de ces affaires-là. Hein. Vous avez tout à fait raison. Pour les auditrices et les auditeurs, le parquet, donc, qui est représenté par les procureurs de la République en France, est un magistrat central dans la vie judiciaire, puisque c'est lui qui décide de l'ouverture et du champ des enquêtes. Et c'est un magistrat qui n'est pas statutairement indépendant. C'est-à-dire qu'il dépend du pouvoir exécutif, contrairement aux juges dits du siège, par exemple les juges d'instruction ou les juges qui jugent dans les tribunaux, les cours d'appel, qui eux sont statutairement indépendants. Et en fait, cette absence d'indépendance ne peut que jeter le soupçon sur les actes du parquet quand il s'attaque précisément à des affaires qui concernent des puissants, des gouvernants, appelons-le comme on veut, mais quoi qu'il fasse quelque chose, qu'il ne le fasse pas, évidemment, il y a le poids du soupçon sur ce qui se passe. C'est la définition même du conflit d'intérêts. C'est que, en fait, il y a un problème d'image, c'est la théorie des apparences qui est liée à cette absence d'indépendance. Et bien sûr qu'il faut la questionner, mais il faut questionner ceux qui ne veulent pas donner l'indépendance totale à la magistrature, c'est-à-dire les hommes et les femmes politiques. Et donc je trouve qu'il y a une inversion de la charge de la responsabilité quand on fait le procès des magistrats, quand on est politique pris dans les filets de la justice, alors que soi-même, on ne règle pas la question quand on est au pouvoir. Alors, problème d'image ou de transparence, c'est ce que l'on voit aussi récemment avec la démission de la ministre des collectivités territoriales, Caroline Cayeux. C'est sa sincérité, là, dans sa déclaration de patrimoine qui a été mise en cause. Pour l'instant, ces affaires donc continuent. On va retrouver Sébastien Thème et nos lecteurs, ceux de la communauté de lecteurs de France Culture, autour de votre livre à vous. Tout à fait, Renaud van Ruynbeck. Elle s'appelle Corinne, écoutez. Je suis tombée un peu par hasard sur cet essai de Renaud van Ruynbeck, et c'est surtout parce qu'il a été une figure emblématique de mon adolescence, un emblème d'une certaine forme de courage, de respectabilité, que je suis allée vers son essai. Malgré tout, je pensais que cette lecture serait difficile, fastidieuse, compliquée, et je me disais que je ne serais peut-être pas à la hauteur, et en fait, non. Le propos est clair, précis, et l'ensemble se lit très aisément. Avec cet essai, j'ai plongé en immersion dans l'univers du blanchiment d'argent. J'ai découvert avec stupéfaction les montages financiers des fraudeurs ainsi que la corruption des dirigeants des chefs d'État. Et j'ai adoré lire ça. Honnêtement, j'ai trouvé très courageux d'écrire cet essai, mais je n'en attendais pas moins de son auteur, que je remercie pour ce moment très instructif. Voilà, Corinne nous dit qu'elle a adoré votre livre, Renaud van Ruynbeck. Que peut faire un individu lambda pour contribuer à la lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale ? Il faut qu'il lise mon livre. Mais après avoir lu votre livre. Il paye ses impôts. Il a le droit de vote. Ouais. Il a le droit de vote. Je pense que ça, c'est émouvant, ce témoignage, et ça me rassure, parce que quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas comment faire. Parce que c'est très technique. Je ne voulais pas faire un que sais, je voulais pas faire un... Et en même temps, je me suis inspiré un peu de ce que j'avais vécu pour partager une expérience. Et je me disais, est-ce que vraiment... et c'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'y intéressent. Et je vais vous dire, je pense que ce problème des offshore, des paradis fiscaux, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème de tout le monde, parce que on est tous appelés à payer des impôts. C'est comme l'environnement, c'est pareil. Donc, simplement, en matière d'environnement, on a plus pris conscience des choses, encore que vous avez vu, on a beau être à la COP27... on n'a jamais autant pollué et émis de gaz carbonique que l'année dernière. Bon, mais la prise de conscience, c'est important. Donc je participe à mon petit niveau de cette prise de conscience, parce que je pense qu'un jour, il y aura forcément une réaction, parce que les États sont endettés. Il faut qu'ils financent la transition climatique, il faut qu'ils aident les pays du Sud, il faut payer les hôpitaux. Voilà, le collectif prend une place qu'il n'avait peut-être pas avant. Voilà. Et là, il est lésé complètement, et je pense qu'un jour, il réagira pour récupérer cet argent qui est à ses portes. C'est complexe,
pardon, mais c'est complexe, mais c'est aussi opaque. Ça l'est à votre échelle, comme vous le racontez dans cet essai enquête. Ça l'est aussi à l'échelle des États. Et vous ne dites pas le contraire. Vous soulignez quand même l'impuissance des États démocratiques à percer les mystères de ces structures offshore. Hein. Eux aussi sont parfois bien dépourvus et ça va souvent plus vite qu'ils ne peuvent, eux, agir. Oui, mais le paradoxe, et je l'ai réalisé en écrivant le livre, je me suis intéressé aux oligarques. Vous voyez, les oligarques, la Russie, Poutine, tout ça. Où est leur argent? Puisqu'on veut geler leur argent. Mais il est dans la sphère occidentale. Et l'Occident qui dit qu'il faut les sanctionner, qu'il faut geler, est incapable de le faire. Ils le font pour les yachts, ok, d'accord, parce qu'ils sont visibles. Et encore que les yachts, ils appartiennent à une société offshore, ils n'appartiennent pas à Monsieur X ou Monsieur Y. Le Scheherazade que les Italiens ont gelé, qui appartiendrait à Monsieur Poutine. Vous pensez bien que Monsieur Poutine, il n'est jamais allé au Luxembourg, au Liechtenstein, en disant « Ouvrez-moi un compte offshore avec une société panaméenne ». C'est juste pas possible. Donc, il y a tout un jeu de prête-noms, de masques, etc. C'est ça que j'ai voulu dénoncer parce que derrière tout ça, on a la fraude fiscale, bien sûr, les États qui sont spoliés, mais vous avez aussi des trafiquants de drogue, des mafieux, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr qu'ils sont recyclés. Ils ont bien compris que c'était beaucoup mieux de placer l'argent dans des offshore et de le réinvestir après en Italie ou en Sicile que d'acheter le commerce du coin en direct, en payant en espèces, évidemment. Donc c'est complètement opacifié tout ça. Donc c'est cet univers-là qui est extrêmement préjudiciable à la collectivité. Voilà. Et ce monde du offshore, c'est un monde nouveau ? Ou c'est un monde qu'on a découvert ou vraiment compris récemment? Vous racontez aussi quand vous avez commencé comme jeune magistrat au début des années 70, vous ne saviez même pas ce que ça signifiait d'avoir un compte en Suisse, par exemple. Si, j'entendais parler d'un compte à numéro en Suisse. Alors ça, c'était vraiment vous savez, le matelas, le bas de laine qu'on cache sous le matelas chez le grand-père. C'était ça. C'était, il y a des gens qui ont des comptes à numéro en Suisse. Ça paraissait... Non, mais c'est complètement dépassé aujourd'hui avec la mondialisation. Il y a beaucoup d'argent qui circule à l'extérieur de nos frontières. Et évidemment, ça a pris des proportions à l'âge d'Internet, de l'informatique, considérables. Donc, c'est un monde vraiment nouveau ou c'est un monde qu'on découvre vraiment ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. Et on en a conscience quelque part, plus ou moins. Mais on fait avec. Et pourquoi on ne fait rien? Vous l'avez dit, impuissance des États, manque de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique d'éradiquer les paradis fiscaux. La City est au cœur de Londres, il ne faut pas l'oublier. Le Delaware, au cœur des États-Unis. Chypre et Malte, c'est au cœur de l'Europe. Donc, ok, on peut donner des leçons aux autres, mais commençons par faire le ménage chez nous. Voilà, l'Europe qui est un peu mal en point, en tout cas du côté du Parlement européen, avec un Qatargate, Fabrice Arfi, tout ça est imbriqué. Oui. Finalement, ce que vous racontez. Il y a une internationale de la corruption et de la fraude dont profitent y compris certains partis politiques qui idéologiquement sont ceux qui sont pour la fermeture des frontières et le nationalisme, mais pas celui de l'argent, et qui n'ont pas de difficulté pour certains partis, y compris l'extrême droite en France, à être financés par l'étranger, ce qui ne manque pas de sel. La question des paradis fiscaux est l'un, pour moi, des invariants de toutes les affaires. De mon point de vue, il y a deux grands invariants dans les affaires. Il y a les paradis fiscaux. Parce que ce n'est pas simplement le lieu, comme l'explique très bien Renaud Van Ruymbeck, ce n'est pas simplement le lieu de l'évitement de l'impôt. En fait, c'est des espèces de boîtes noires qui permettent de dissimuler l'origine et la destination de l'argent sale, de l'argent du crime, de l'argent de la drogue, parfois de l'argent du terrorisme, évidemment de l'argent de la corruption. Et donc, tout ce monde-là gigantesque, cette industrie de l'évasion et de la fraude fiscale, c'est autant d'argent qui échappe à la richesse des nations. C'est autant d'argent qui échappe à nos forces de l'ordre, à nos enseignants, nos enseignantes, à nos hôpitaux, aux services publics, c'est-à-dire au patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et pourquoi ça ne crée pas plus de sentiment d'insécurité en nous? Je suis peut-être moins... Alors parce que c'est le deuxième invariant peut-être, c'est que ceux qui, la bouche en cœur, font des promesses en disant c'est les paradis fiscaux, c'est fini, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy en 2009, qui est un peu le spécialiste de l'antiphrase en la matière. L'autre invariant, c'est le sentiment d'impunité. Pourquoi, quand un juge d'instruction découvre ce qu'il découvre dans des dossiers, c'est parfois vertigineux de se dire mais pourquoi ils l'ont fait?
mais parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui parfois est lié à une véritable impunité. Et heureusement que la justice indépendante permet de siffler la fin de la récréation. Et pour répondre à votre question, je crois que l'objet commun de livres comme ceux dont on est en train de parler, c'est précisément de conscientiser les gens. Parce que quand il y a un braquage, on voit très bien qui est la victime du braquage. Une personne, un individu physique. Voilà. Dans les affaires de corruption, on a l'impression que c'est des espèces de faits divers financiers plus ou moins spectaculaires qui vont, qui viennent, et dont on a du mal à définir quelle est la victime. Et la victime, c'est nous tous, c'est nous la victime, c'est nous, ce grand nous, qui est de droite, de gauche d'ailleurs, peu importe. Tout ça n'a absolument pas de ligne partisane, et nous en payons une double facture monumentale. La facture démocratique. On ne croit plus très bien dans ceux qui nous représentent. Il y a un sentiment de défiance. On a une Assemblée nationale aujourd'hui qui est quand même le fruit d'une élection de moins de la moitié des gens qui ont le pouvoir de vote. Donc c'est quand même une représentation nationale qui représente une minorité d'électeurs. C'est quand même phénoménal dans un pays qui a pourtant le droit de vote. Et puis on en paye une facture, c'est très bien raconté dans l'ouvrage de Renaud van Ruymbeck, une facture financière. Le propre de l'évasion fiscale, c'est que l'enrichissement d'un seul provoque l'appauvrissement de tous. Et donc cet argent, il nous échappe à nous. Et donc c'est nous les honnêtes gens qui payons nos impôts, qui payons le prix de ceux qui n'en payent pas. Et on paye plus cher. Voilà, mais dans votre livre, Fabrice Arfi, vous répondez encore plus directement et franchement à la question que vient de vous poser Sébastien. En fait, Sébastien, à lire Fabrice Arfi, on est en train de devenir tous des grenouilles. Des grenouilles ou des lanceurs d'alerte? Pourquoi des grenouilles? J'ai une petite passion pour les métaphores animalières depuis la lecture de La ferme des animaux d'Orwell. Voilà, on n'est pas les cochons. Je fais partie des millions de personnes qui font partie de la secte orwellienne. Et là, il y a une fable scientifique qui est la fable de la grenouille. Si on met une grenouille dans une eau bouillante, elle s'extrait immédiatement parce que la chaleur lui est intolérable. Mais si on la met dans une eau tiède qu'on réchauffe petit à petit, elle en vient à tolérer au risque de sa propre mort la chaleur dont elle se serait enfuie immédiatement. Et donc c'est une métaphore pour parler de l'habitude. Et le but de ce type d'ouvrage, je crois, c'est précisément de dire ne nous habituons pas, ne devenons pas des grenouilles. France Culture, il est 13h17 avec Renaud van Ruymbeck, auteur de Offshore, et Fabrice Arfi, auteur de Pas tiré d'affaires, et Sébastien Thème. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 et vous écoutez Bienvenue au Book Club. Sébastien, vous nous présentez aujourd'hui une autre enquête. Oui, une enquête d'envergure également, celle du journaliste américain officiant au New Yorker, Patrick Radden Keefe. Son enquête est publiée chez Belfond sous le titre « L'Empire de la douleur ». Près de 700 pages pour dresser le portrait d'une famille, les Sackler, à l'origine d'un médicament, un opiacé, l'oxycotine, un antidouleur miracle, vendu sans ordonnance et produit phare de l'empire pharmaceutique des Sackler, Purdue Pharma qui est directement impliqué dans cette crise des opioïdes. Après le lancement de l'oxycotine, environ 450 000 habitants du pays avaient succombé à une overdose liée aux opiacés, soit la cause principale de mort accidentelle aux États-Unis, devant les accidents de voitures. Tout l'objet de cette saga sur 3 générations est de comprendre comment ce fléau a pu se propager sans véritable résistance. Une saga qui a même inspiré une série, ça s'appelle Dope Sick, c'est à voir sur Disney+, avec Michael Keaton. On est sur un scandale monumental. L'Oxycontin. Purdue Pharma a lancé un médicament prétendument sans risque d'accoutumance, ce qui est mensonger. Tous vos praticiens vont vous demander comment un tel miracle est possible. Votre meilleur argumentaire tient seulement en ces quelques mots. C'est moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1. Ils m'ont dit que moins de 1% des patients deviennent dépendants. J'en ferai le médicament le plus important au monde. Voilà, c'est un extrait de la série Dope Sick à voir sur Disney+. Également à voir au dernier festival de Venise, le film de Laura Poitras, All the Beauty and the Bloodshed, qui raconte le combat de la photographe Nan Goldin contre la famille Sackler, qui avait été récompensée du Lion d'Or. Fabrice Arfi, est-ce que les adaptations cinéma ou en série autour de grandes affaires, ça donne plus de poids ?
Ah oui, c'est certain. Moi, je suis très pour que le réel, et c'est évidemment déjà immensément le cas, percute le monde de la culture populaire, de l'imagination et aussi des œuvres de fiction. Et d'ailleurs, la France, de ce point de vue-là, nous avons un grand retard par rapport à d'autres pays, notamment une culture anglo-saxonne, de se réapproprier de manière spectaculaire et populaire des grands événements tirés du réel. Mais ça existe et j'en veux pour preuve un de mes derniers ouvrages qui s'appelait D'argent et de sang sur la mafia que j'ai appelé du carbone, qui est une affaire que connaît Renaud van Ruymbeck, sur l'immense escroquerie des quotas carbone qui a ensuite donné lieu à une campagne d'assassinat dans Paris, va être adapté en fiction par Xavier Giannoli. Voilà. Donc ça existe. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont faites en France de ce point de vue-là, mais on a beaucoup de retard par rapport à ce que les anglo-saxons savent faire en la matière. Et comment ont évolué les conditions de travail pour les journalistes d'investigation ces dernières années entre la multiplication des affaires révélées et le resserrement légal et juridique? Est-ce que vous arrivez à bien faire votre travail? Comment dire, il y a à la fois un côté un peu de morale du boxeur, c'est-à-dire qu'on donne des coups, donc c'est pas anormal qu'on en prenne, mais il faut que ça se fasse dans un combat à la loyale. Et le combat à la loyale, c'est dans le cadre d'une loi qui est prévue depuis 1881 en France, qui est la grande loi sur la liberté de la presse, qui dit à la fois que la presse, dans la liberté d'expression, est libre, mais qu'il faut du contrôle, et du contrôle a posteriori, y compris du juge. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour un premier amendement à l'américaine. Je trouve ça formidable que les journalistes aient à répondre devant le juge qui est le garant de la liberté et de la répression de ces écrits si des personnes s'estiment diffamées ou atteintes dans leur présomption d'innocence. C'est parfaitement normal. Le problème, c'est que moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier. On est confronté à une entreprise de plus en plus généralisée de contournement du droit de la presse pour criminaliser le journalisme. Que ce soit par des voies légales ou paralégales, ou même par des voies, alors là, qui sont complètement illégales. On l'a vu avec l'affaire Pegasus, on l'a vu à Mediapart aussi avec le Qatar, que nos journalistes peuvent être espionnés par des logiciels absolument terrifiants pour les empêcher de faire leur travail. Sébastien, on termine avec un rendez-vous, un événement littéraire à découvrir dès la rentrée de janvier. Oui, loin du scandale. Ces 3 dates, le 5, le 6 et le 7 janvier prochain à la Pépinière Théâtre à Paris pour découvrir le festival Paris des Femmes, 11e édition. 9 pièces courtes imaginées, écrites par nos meilleures autrices et metteuses en scène. Créé en 2012, le festival propose chaque année un thème à des auteurs en les invitant à écrire un texte inédit pour la scène. Cette année, le thème, c'est la promesse. Et la créatrice du Paris des Femmes, Anne Rothenberg, nous en dit plus. Avec Sylvia Mine, directrice éditoriale du festival, nous avons choisi le mot promesse comme une promesse d'avenir. Les promesses que l'on se fait à soi, mais aussi aux autres. Celles que l'on tient et celles que l'on ne parvient pas à tenir. Les promesses d'un monde toujours meilleur à venir. Mais en réalité, ce sont les autrices qui donnent le véritable sens à la fin aux mots que nous leur proposons. Et dans cette édition, vous le verrez, il y a autant de formes de promesses que d'autrices. Cette année, les 9 autrices présentes sont issues des lettres, du cinéma et de la chanson. Il s'agit d'Emmanuelle Bayamaktam, de Jeanne Benhammer, de Claire Berest, de Valérie Donzelli, d'Axel Njike, de Valérie Perrin, d'Olivia Ruiz, de Joyce Ormand et de Maud Ventura, qui nous invitent à l'inventaire de leurs promesses. Voilà, rendez-vous le 5, le 6 et 7 janvier à la Pépinière Théâtre à Paris. C'est dans le 2e arrondissement. Renaud van Ruymbeck, quelle promesse vous êtes-vous faite, vous, en partant à la retraite? Est-ce que vous êtes promis de continuer à enfoncer les portes les plus cadenassées, comme l'écrit votre préfacier, avec des livres ou d'autres manières? Je me suis lancé dans la permaculture. Je ne sais pas si vous connaissez la permaculture, mais l'environnement, alors avec des succès mitigés, des résultats mitigés, parce que quand vous ne traitez pas vos légumes, quand vous laissez faire la nature, il y a parfois des mauvaises surprises, il y a des bestioles qui mangent les trucs, il y a tout ça, donc je lutte dans ce domaine et j'essaye d'y consacrer toute mon énergie maintenant que j'ai du temps. Bon, voilà, alors voilà, comme ça, c'est aussi avec la permaculture qu'on avance. Fabrice Arfi,
de votre côté, quelle sera la prochaine enquête ? Ah, ça, je la réserve aux lectrices et lecteurs du journal, mais disons que l'idée de cultiver son jardin, comme l'avait promis un grand philosophe, me paraît être une bonne promesse pour la suite. Dis donc, la retraite nous guette. Merci beaucoup à tous les deux. Pas tiré d'affaire, Fabrice Arfi. Votre ouvrage est parti, non ? Oui, il est parti vers les librairies et il est publié au seuil Renaud van Ruynbeck Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. A été publié au Lien qui libère. J'invite les auditeurs, lecteurs à se saisir de ces 2 livres et à continuer, même à l'émission une fois terminée, à nous faire leur retour. On les recueillera avec bonheur avec Alexandre Alaïbegovic et Sébastien Thème. France Culture, il est 13h25. Et on retrouve tout de suite le camarade Charles Dantzig pour son quadrième consacré aux stars en littérature cette semaine, volet 2. Truman Capote était un écrivain très fin, piquant comme un moustique et, comme un moustique, s'abreuvant du sang des autres. J'ai relevé dans un de mes livres les démarquages fréquents auxquels il procède dans plusieurs de ses livres, souvent découpés sur l'ombre de vrais grands livres. Petit déjeuner chez Tiffany ne serait pas ce qu'il est sans Gatsby le Magnifique. Le sang des êtres humains aussi. Truman Capote suçait la célébrité dans l'espoir d'en devenir une, à la manière d'un de ses amis avec qui il passait des heures au téléphone, Andy Warhol. Et célébrité il est devenu en s'y gâtant, comme toujours. Regardez aujourd'hui les écrivains moyens et célèbres. Ils ont gagné la célébrité, mais à quel prix ? En flattant les goûts les plus communs, en commentant les sujets les plus plats. Peut-être qu'ils ne se sont pas du tout abaissés et qu'ils sont devenus ce qu'ils étaient. Truman Capote frayait avec les stars. Il dînait avec Marilyn Monroe, conversait avec Elizabeth Taylor, écrivait sur Marlon Brando. Pourquoi pas ? Ce sont des gens moins passionnants que les écrivains, mais au moins aussi intéressants et humainement plus recommandables que les crocodiles politiciens. En même temps, écrire à leur propos consiste à commenter des interprètes, ce qui permet de faire le malin à peu de frais. Il est assez facile d'être mordant envers les stars. Elles ont même été inventées pour cela, à mon sens. Les stars sont des réceptacles à dévotion qui finissent souvent touchés par le blasphème. La chose peu estimable qui s'appelle public crache après s'être agenouillée. Cela protège les religions. Tant qu'on débite des horreurs sur Michael Jackson, on n'en dit pas des cardinaux pédophiles. Les portraits de stars que fait Capote sont admiratifs, mais avec réticence. Je me demande s'il n'était pas jaloux. Il voyait bien l'utilité d'associer son nom au leur, mais en même temps, il se savait plus intelligent et leur en voulait du temps qu'il passait avec elles, à sa demande. Ce n'était pas un grand cœur, Capote. D'Elizabeth Taylor, il dit qu'elle a de la lecture, quoique hasardeuse. Il parle avec une légère condescendance des idées de Marilyn Monroe sur le mariage. Un de ses articles les plus connus de cet ordre, Le Duc dans son domaine, montre Marlon Brando s'étirant et grognant avec une lassitude de fauve dans une chambre d'hôtel, sur un ton de dédain qui serait sans intérêt si on y reconnaissait le baron de Charlus. Charlus prenait des airs furieux en présence des jeunes gens qui l'attiraient, afin qu'on ne le soupçonne précisément pas d'être attiré par eux. Dans cet article, Capote insiste sur son dédain en pensant que nous ne verrons pas l'attrait sexuel que Brando exerce sur lui. Et il est bien possible que Brando ait joué de cet attrait, que le lion ait joué comme un chat avec cette souris. Il y a un complément de portrait à écrire qui serait celui du petit Capote se retenant de se tortiller sur sa chaise en recueillant les propos d'un Brando à la voix ronronnante. Merci beaucoup Charles Dantzig. Rendez-vous demain pour le 3e volet de votre quadrième. Et un grand merci à Didier Pinault qui a préparé cette émission avec Anouk Delfino, Mayalène Despio-Couret et Joseph Julien. Demain dans le Book Club. Un Book Club avec 2 historiens qui partent à la recherche du temps, François Hartog et Emmanuel Loyer, Olivia. Et dans la première partie de l'émission, dans l'entretien, on vous parlera du film d'animation Ernest et Célestine en salle demain.